Les titres, 2 mois, jour pour jour après la chute de Roch-Marc Christian Kaboré, son parti, le mouvement du peuple pour le progrès, donne enfin de la voix. En conférence de presse ce matin, le président du MPP a exprimé son chagrin face à la vague de démissions que connaît l'ancien parti au pouvoir depuis quelques jours. Alassane Bala Sakandé et ses camarades ont aussi demandé la libération de l'ex-président dont les conditions de détention auraient été durcies ces derniers temps. Recherche de la paix et de la cohésion sociale, les leaders religieux et coutumiers plus que jamais sollicités par le gouvernement. Plusieurs délégations de ces communautés ont été reçues ce jeudi par le président et ils ont donné des assurances quant à leur implication dans le processus de réconciliation nationale en cours. Au tribunal militaire, dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons ce jeudi 24 mars, ce sont les avocats de la défense qui ont poursuivi les plaidoiries et le dernier accusé à entrer en jeu est le général Gilbert Diendéré. Avec lui, 5 avocats qui ont tenté de démonter les arguments de la partie civile et du parquet militaire qui avait requis, vous vous en souvenez, 20 ans de prison ferme contre le prévenu. Des 5 avocats, 3 ont plaidé sur les 4 chefs d'accusation retenus contre le général. Il s'agit de recel de cadavres, complicité d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et subornation des témoins. Ils estiment que ce procès a été monté de toutes pièces intentionnellement et demandent au tribunal de libérer leurs clients pour infraction non constituée. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. La saignée des démissions qui touchent le parti a peut-être forcé le MPP à sortir de sa torpeur. 2 mois après le coup d'État qui a emporté Roch-Marc Christian Kaboré, l'ex-parti au pouvoir dénonce les conditions de détention de l'ancien président et réclame tout simplement sa libération. Alassane Bala Sakandé a aussi exprimé son chagrin, dit-il, face aux nombreux départs constatés ces derniers jours. Sarah Bougouma, Arsène Konditamde. Au Présidium, des grands noms du mouvement du peuple pour le progrès, du président Alassane Bala Sakandé jusqu'au 5e vice-président. Un peu comme pour signifier que le parti reste plus que jamais soudé derrière un même idéal, en dépit de la vague de démissions observée ces derniers jours. Des départs qui chagrinent quelque peu les premiers responsables de l'ex-parti au pouvoir. Mais Bala Sakandé et ses camarades se veulent rassurants, ces événements sont de l'ordre normal du fonctionnement d'un parti. Je dis bien une seule démission, lorsque j'apprends ça me chagrine. A fortiori, un homme de 46 pour le moment qui a été avancé. Je voulais tout simplement dire que l'adhésion au MPP est libre, la démission est libre. Je respecte le choix de ces camarades qui ont choisi de quitter le navire. Mais pour moi, on pouvait échanger, on pouvait discuter, parce qu'on n'a pas épuisé la discussion en interne. Ce 24 mars, cela fait 2 mois, jour pour jour, que le MPSR a pris le pouvoir. Depuis lors, Roch-Marc Christian Kaboré n'est pas libre de ses mouvements. Et ses conditions de détention se seraient de plus en plus durcies. Son parti appelle les nouvelles autorités à procéder à sa libération. Est-ce qu'aujourd'hui, ne peut le voir que son médecin, ses aides de camp, ses enfants, son épouse, et ce pour 1 heure. Il n'a plus accès à son téléphone. Voilà la situation que vit le président Kaboré aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela? S'il n'y a pas autre chose qui lui est reproché, s'il n'y a pas de dossier de justice, et si c'est ça aussi, on peut le lui souligner, je pense, en toute honnêteté, que le président Kaboré ne mérite pas cette situation-là. Concernant les membres du dernier gouvernement de Roch Kaboré, il leur a été notifié, selon Stanislas Ouaro, ex-ministre de l'Éducation nationale, de limiter leurs mouvements en restant à Ouagadougou. Ceux qui ont des impératifs à l'intérieur du pays peuvent faire la demande avant de s'y rendre. Les déplacements hors du pays ne sont pour le moment pas autorisés. On reste avec Alassane Bala Sakandé, le président du MPP et ex-président de l'Assemblée nationale, a justement été interrogé sur sa gestion à la tête du Parlement. 2 sujets sont revenus. La question de l'épargne de fonds destinée à reconstruire un nouvel hémicycle et l'affaire présumée d'achat de nombreuses voitures de service. On écoute Alassane Bala Sakandé qui s'est montré plutôt explicite et même assez offensif.
Lorsque nous avons pris l'Assemblée, nous avons, avec l'ensemble du bureau de l'Assemblée nationale, décidé que chaque année, nous allons mettre 4 milliards de côté sur le budget de l'Assemblée pour pouvoir prévoir la construction de la nouvelle Assemblée, avec nous ou sans nous. Et donc, nous étions sur la 3e, je ne sais plus où, la 4e année, donc 12 ou 16 milliards. Et ces fonds sont logés dans une banque de la place. Je ne voudrais pas faire de la publicité de cette banque, mais c'est une banque nationale. Et ceux qui ont des éléments de preuve là, il y a la justice. Qu'ils aillent à la justice, dit que Sakandé a sorti 24 milliards. Pour les véhicules, dans tous les cas, vous aurez constaté qu'ils ont commencé à dire 13 véhicules, ensuite ça a évolué à combien? 16 ou c'est 14, ensuite 17. Tout le monde connaît chez moi à Koulouba, je n'ai pas un hectare. Mon domicile là, ça ne fait pas un hectare. Je ne sais pas comment on peut parquer 17 véhicules dans une cour. Moi, ceux qui me connaissent, j'ai toujours roulé avec un véhicule connu. Ils ont même dit des véhicules blindés. Je défie quiconque de dire que j'ai acheté un véhicule blindé. Je suis venu trouver. Je ne vais pas aller jeter dans la fosse septique. Je vais rouler avec. Le chef de l'État s'est entretenu ce jeudi avec une délégation de chefs coutumiers puis des leaders de différentes communautés religieuses. Les échanges ont porté sur l'implication de ces responsables communautaires dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Ces derniers ont exprimé leur volonté à jouer pleinement leur partition. Maxime Boudot. La situation sécuritaire et la cohésion sociale inquiètent au plus haut sommet de l'État. Et la réussite de la transition est plus que jamais une nécessité si le pays veut asseoir les bases d'un Burkina de paix et de développement. C'est pourquoi le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, sollicite la contribution de la chefferie coutumière des communautés catholiques, évangéliques et musulmanes. Après quelques heures d'échange, les hôtes du jour ont marqué leur volonté à travailler au retour de la stabilité au pays. Il s'agit tout simplement de voir la question de la dynamique de la transition. Et donc, nous avons apporté notre modeste contribution. D'abord, nous, en tant que religieux, c'est la prière. Donc, nous prions pour que vraiment les choses aillent de mieux en mieux dans notre pays. Nous avons des défis majeurs, la réconciliation, la paix, le retour des déplacés internes. Voilà, tout cela demande un sursaut de la part de tous et de la part de notre communauté pour plus de solidarité. Et nous portons tout cela dans la prière quotidiennement. Le président du Faso demande également que les leaders coutumiers et religieux s'investissent au renforcement du vivre ensemble à travers leur communication et prêche. L'idée est de réussir le processus de réconciliation nationale enclenché. Nous avons répondu à l'appel de son Excellence président du Faso. Il a souhaité rencontrer tout le membre présidium de la fédération pour parler de problèmes sécuritaires du pays-là et la cohésion sociale de notre pays. Et on a bien écouté, on a aimé cette initiative. C'est la première fois que nous voyons ça. Et nous, on a demandé à Excellence qu'on va se concerter et revenu lui donner notre réflexion. À l'issue des audiences, la chefferie coutumière, garante des valeurs et des traditions, a souligné sa volonté à accompagner le chef de l'État à relever les défis actuels du pays. Nous accompagnons la République, nous accompagnons la nation. Et la nation a toujours une tête. Et si la tête souhaite un accompagnement, il va de soi qu'il y ait une disposition favorable de l'ensemble des chefferies. Parce que être chef traditionnel, chef coutumier, c'est être au service de la population, c'est être au service de la paix. Premier du genre, le président du Faso veut ainsi étendre ce type de rencontre aux différentes couches sociales. Car c'est à l'unisson que le pays pourra bouter hors de ses frontières les maux qui entravent son développement. Troisième jour de plaidoirie de la défense dans le procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Et ce 24 mars étaient à la manœuvre les avocats de Gilbert Diendéré, l'un des principaux accusés qui risque 20 ans de prison. Et ils ont demandé son acquittement pour infraction non constituée. Le résumé de l'audience, Benjamin Kwame.
Nous devons donner au général Gilbert Diendéré un procès équitable. Une personne n'est coupable que lorsque l'auteur agit avec intelligence et volonté. Maître Abdoul Latif Dabo commence ainsi sa plaidoirie avec cette déclaration, quand il essaie de disséquer l'infraction de subornation des témoins reprochée à celui qui avait 29 ans et dirigeait la sécurité du Conseil de l'Entente en tant qu'adjoint. Tout serait parti du témoin Zietenga Abdourahmane qui a enregistré une conversation avec Tondé Ninda, le chauffeur et fidèle compagnon de Gilbert Diendéré, pour le présenter au juge d'instruction, affirmant que c'est le général Gilbert Diendéré qui a envoyé ce dernier pour dire des contre-vérités en vue de ne pas voir Diendéré être inculpé. Monsieur le Président, nulle part sur cette bande, on a entendu Tondé Ninda dire à Zietenga que le général l'envoie dire des mensonges. Il n'y a pas de supercherie. En quoi aller dire à quelqu'un de prendre des précautions quand il fera sa déposition est une subornation, fait savoir Maître Dabo. Analysant les contours et toutes les dépositions de certains témoins, l'avocat pense que la subornation ne se présume pas, elle s'établit. C'est pourquoi il conclut que l'infraction de subornation de témoins n'existe même pas. Le seul moyen utilisé par le parquet est l'enregistrement. Il demande alors de relâcher son client car l'infraction n'est pas constituée. Maître Sabak aussi rejette aussi l'infraction de recel de cadavres qui pèse sur le général Diendéré. Citant plusieurs lois qui font plutôt appel à des amendes pécuniaires, Maître Sabak déclare en fin de compte que ce qui est reproché à Diendéré est juste un délit. Comme le stipulent plusieurs dispositions légales, la plainte de recel de cadavres doit être déposée 3 mois après l'infraction. Et dans le cas d'espèce, c'est en 2015, soit 27 ans après que la plainte a été déposée. L'avocat indique alors qu'il n'est pas possible de poursuivre le général pour cette supposée infraction. Pour lui, même les détenus de la Mako qui ont enterré les corps cette nuit-là n'ont jamais déclaré ou avoué que c'est le général Gilbert Diendéré qui les a envoyés. Monsieur le Président, je vous prie humblement de renvoyer mon client pour prescription non fondée. L'opinion publique a déjà désigné le général Gilbert Diendéré comme le coupable et vous demande juste d'entériner. Dans ce procès, l'émotion balaie tout sur son passage. Viendra dire à son tour un autre avocat, Maître Olivier Yelkoni, sur l'infraction d'attentat à la sûreté de l'État. Maître Yelkoni parle d'affirmation gratuite quand on accuse le général d'avoir interrompu la ligne téléphonique au Conseil, ou lorsque plusieurs témoins affirment l'avoir vu à différents endroits. Aucun élément matériel pour le prouver. Monsieur le Président, faites comme Saint Augustin qui dit « Juge ce que tu vois et laisse Dieu juger ce que tu ne vois pas », recommande l'avocat de la défense. Quand Maître Abdoul Latif Dabo revient pour plaider sur l'infraction d'assassinat, il déclare que ce procès a été monté de toutes pièces intentionnellement et il en veut pour exemple les juges d'instruction qui n'ont pas notifié les noms des témoins qui pensent n'avoir pas vu le général au Conseil. On veut juste voir la tête du général tomber. Les gens veulent forcément voir le général Diendéré en détention. Ils estiment que comme on ne peut pas avoir Yassine Kafando et Blaise Compaoré, il faut mettre la main sur Gilbert Diendéré, fait savoir Maître Dabo. Pour lui, le débat n'est pas de savoir si Gilbert Diendéré était au Conseil ou pas. Le débat, c'est est-ce que le général a supervisé, aidé ou facilité les choses pendant que les soldats tiraient sur les 13 personnes. Maître Abdoul Latif Dabo conclut. Monsieur le Président, ici, c'est l'hôtel du droit. Ne regardez pas l'opinion publique avant de donner votre verdict. L'avocat de Diendéré demande ainsi au tribunal de l'acquitter comme Abdoul Aziz Korogo, le chef de corps du RSP, comme lui. Il n'a pas été sanctionné, bien que le RSP ait commis des exactions et crimes. Les audiences se poursuivent ce vendredi 25 mars. La suite de ce journal est tout autre chose avec ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année du ministère de l'économie et des finances. Une occasion pour ce département d'exposer ses résultats de l'année 2021 en termes de mobilisation de fonds. Plus de 100% des objectifs préalablement fixés atteints dans un contexte sécuritaire assez difficile. Une véritable performance. Roméo Koeta. C'est sa toute première rencontre d'envergure avec ses collaborateurs après sa nomination à la tête du ministère de l'économie et des finances. À l'entame de ce premier conseil d'administration du secteur ministériel de 2022, Seglaro Abel-Somé a tenu à les féliciter pour les résultats engrangés durant l'année écoulée.
En dépit de la crise sécuritaire, les agents de son département ont réalisé des performances notables dans le recouvrement des recettes. En 2021, ce sont 1973 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés sur une prévision de 1873 milliards de francs CFA, soit une hausse de 220 milliards de francs CFA par rapport à 2020. Des motifs de satisfaction, mais pour les échéances à venir, il y a quelques inquiétudes, liées notamment à la situation sécuritaire. Notre souhait est qu'au plan national, la question sécuritaire soit maîtrisée pour nous permettre d'être encore plus performants. C'est vrai qu'en matière de mobilisation des ressources, grâce aux téléprocédures, nous n'avons pas eu beaucoup de problèmes, mais il y a des activités de développement qui n'ont pas pu être réalisées sur le terrain à cause de l'inaccessibilité de certaines zones. Au cours de ce premier CACEM, le ministre et ses collaborateurs vont réfléchir sur le rôle de l'agent judiciaire de l'État dans la préservation des finances publiques. L'autre thématique non moins importante est relative aux innovations et enjeux économiques de la loi sur le partenariat public-privé. Une disposition méconnue est considérée à tort ou à raison par certains comme la porte ouverte à toutes les dérives. Les mêmes principes qui sont demandés à être respectés dans la procédure de passation de la commande publique, ce sont les mêmes principes qui sont bien sûr repris dans la loi sur les PPP. Étant donné que les PPP, une fois de plus, font partie de la loi sur la commande publique, mais le fait que la structuration, la prise en charge de certains risques qui sont bien sûr transférés au niveau du partenaire privé, nécessite qu'il y ait une loi spécifique pour mieux gérer justement ces risques-là. Sinon, la question de la corruption n'est pas liée forcément au PPP. Pour 2022, le ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective veut faire aussi bien que l'année dernière en termes de mobilisation de ressources, mais compte sur la contribution des populations et l'engagement des autorités de la transition dans l'amélioration de la situation sécuritaire. Et c'est le moment de recevoir à présent l'invité de ce journal, Aïssata Sané Congo. Vous êtes directrice générale des études et des statistiques sectorielles du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vient de le voir, il faut appeler les choses par leur nom. C'est une performance qu'a réalisé le ministère de l'Économie et des Finances en 2021. 200 milliards de francs CFA de plus que prévu, plus de 100% d'atteinte des objectifs en termes de mobilisation des ressources par les régies financières. D'abord, quelles sont les régies qui ont été beaucoup plus mises à contribution et puis et surtout, comment avez-vous pu et su contourner le handicap majeur qu'est la situation sécuritaire assez précaire qui prévoit en ce moment? Je voudrais tout d'abord remercier BF1 qui nous fait l'honneur de nous recevoir encore sur ce plateau pour partager avec les téléspectateurs la substance des travaux du Conseil d'administration du secteur ministériel de l'Économie, des Finances et du Développement et de la Prospective. Et pour revenir à votre question, je dirais que la performance que vous observez est liée d'abord à l'engagement du personnel, à mobiliser suffisamment de ressources pour accompagner les autorités de notre pays et pour faire face aux besoins de financement, aux besoins de ressources pour financer le développement. Et vous savez qu'il y a des téléprocédures que nous avons développées, des différentes plateformes qui sont mises en place auprès des différentes régies, qui sont donc les services des impôts, des douanes et de la Direction générale du Trésor, pour faciliter donc, le paiement des impôts. Et donc les contribuables peuvent, à partir de leur service, de leur domicile, s'acquitter de leurs obligations fiscales. Et c'est ce qui justifie donc cette performance-là, malgré la crise sécuritaire et la situation socio-économique difficile que nous connaissons. Et les régies qui ont été mises à contribution, c'est quoi? Les douanes, les impôts, le trésor? Les impôts, les douanes, le trésor. Ce sont ces trois régies-là particulièrement qui ont été mises à contribution. Oui. Et plus de 100% des objectifs fixés préalablement, c'est extraordinaire dans un contexte où, il faut le préciser, la crise sécuritaire a fait qu'il y a plusieurs structures qui n'arrivent plus à travailler. Même si la situation a été anticipée avec, comme vous l'avez dit, les téléprocédures. Les téléprocédures. Alors, au cours de ce CACEM, vous êtes revenu sur le rôle
aussi de l'agent judiciaire dans la préservation des finances publiques, mais aussi sur le mécanisme du partenariat public-privé. Sur ces deux thèmes-là, quelles sont les deux grandes conclusions que vous avez pu tirer? Ce que nous avons tiré de ces deux communications, c'est que l'agent judiciaire du Trésor, de l'État, excusez-moi, joue un rôle très important en matière de préservation des finances publiques. C'est une nouvelle structure, mais ces interventions depuis son opérationnalisation ont permis d'éviter des condamnations de l'État qui auraient pu lui coûter plus de 30 milliards de francs CFA. Et ces interventions ont également permis d'occasionner des condamnations de dommages-intérêts au profit de l'État à hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA, et l'AGE a contribué à recouvrer des créances contentieuses à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Pour les PPP, ce que nous avons retenu, c'est que les enjeux économiques liés à ce mécanisme de financement sont importants parce qu'il permet donc de mobiliser l'expertise et les ressources du privé pour financer les projets de développement. Et comme vous l'avez suivi, il y a des dispositions réglementaires nouvelles qui ont été introduites dans la nouvelle loi qui a été adoptée en 2021 pour mieux encadrer le dispositif juridique et institutionnel lié donc à la contractualisation des projets en PPP. Si on revient au premier thème, l'agent judiciaire de l'État, c'est qui, pour ceux qui ne le savent pas? L'agence judiciaire de l'État est une structure du ministère de l'économie, des finances et de la prospective qui est chargée de représenter l'État et ses démembrements auprès des juridictions nationales, internationales et auprès des instances d'arbitrage, de médiation et de conciliation. Alors, madame, l'appellation de votre département ministériel a changé. Au lieu de ministère de l'économie, des finances et du plan, c'est maintenant le ministère de l'économie, des finances et de la prospective. On va insister un peu sur le mot prospective. Si on met cette expression en corrélation avec le contexte sécuritaire mondial, vous le savez, marqué par la guerre russo-ukrainienne et son impact gigantesque, mais là, gigantesque sur l'économie mondiale, on sait que les économies des pays les plus fragiles, telles que celle du Burkina, par exemple, vont en souffrir énormément. En Égypte, on dit que les prix du pain ont déjà augmenté d'un tiers. On annonce la possibilité de meute de la faim dans plusieurs pays. Les prix du baril du pétrole explosent. Le carburant va suivre, sans doute, avec son corollaire sur les prix des produits alimentaires et autres. Quelles sont les dispositions prises par le ministère de l'économie et des finances pour faire face à cette bourrasque économique qui s'annonce? Oui. Vous l'avez rappelé, la mise en exergue de la prospective dans l'appellation actuelle de notre ministère. Et cela est une interpellation. C'est une interpellation pour davantage prendre des dispositions dans la démarche prospective, approfondir davantage la démarche prospective pour justement prendre en charge, en compte, intégrer au mieux l'ensemble des problématiques au plan national, au plan international, pour permettre à notre pays d'éviter et d'anticiper sur les solutions aux obstacles futurs de développement. Et donc, comme vous savez, il y a des analyses macroéconomiques qui sont faites dans le cadre de l'élaboration des études nationales prospectives. Et justement, nous sommes en train d'élaborer, de nous préparer pour élaborer l'étude nationale prospective 2055. Et dans ce cadre-là, il y a des analyses rétrospectives macroéconomiques, des analyses sécuritaires macroéconomiques et des études prospectives thématiques et régionales qui vont être réalisées et qui vont prendre en compte justement la situation économique internationale et nationale pour nous permettre donc de mettre en place tous les dispositifs nécessaires et pour éviter donc pour permettre au Burkina d'avancer dans le développement. Merci Madame Aïssata Sané Congo. Je précise que vous êtes directrice générale des études et des statistiques sectorielles du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Merci d'être venu sur ce plateau et merci pour votre intervention. Merci. La suite de ce journal est le syndicat national des encadreurs pédagogiques de l'enseignement primaire qui a organisé aujourd'hui un conseil syndical ordinaire. 2 sujets étaient au menu, le redimensionnement des circonscriptions des bases et puis la carrière du personnel
de l'éducation. Plus d'explications et de précisions, Maxime Ilboudou. Le modèle de reclassement et d'avancement des personnels de l'éducation fâche au sein du syndicat national des encadreurs pédagogiques de l'enseignement primaire. Le sujet est au cœur des échanges de ce conseil syndical. Pierre Zangré et ses camarades estiment que les enseignants du primaire sont lésés dans leur profession. Ils en veulent pour preuve les retards de lancement de concours professionnels et de reclassement qui sont de nature à bloquer l'avancement de la carrière des encadreurs. L'affaire est même portée devant les juridictions. Les instituteurs principaux, ce sont les seuls agents de l'État qui font un concours professionnel, lorsque vous êtes dans la catégorie B1, qui font un concours professionnel pour aller suivre une seule année de formation et être reclassé en catégorie A3. Alors que les autres agents de l'État, de la catégorie B1, ils font un seul concours, plus 2 années de formation seulement, ils sont directement reclassés en A1. Donc il y a une différence de 5 ans de formation passée à l'école, plus 8 ans de vie. Donc voilà cette injustice que nous décrions depuis longtemps. Et nous avons dû donc, comme le gouvernement n'écoutait pas par la voie syndicale et les négociations, nous avons porté notre problème en justice. Autre décision qui passe mal, c'est la fusion des circonscriptions d'éducation de base. En 2016, le pays comptait près de 488 inspections et le ministère en charge de l'éducation, dans sa démarche de redimension, a entrepris de réduire le nombre à 376. Ce qui va sans doute occasionner la fermeture de certains services et l'affectation du personnel enseignant, selon le syndicat. Il se dit inquiet du passage en force du processus de fusion par l'autorité malgré les différentes interpellations sur les inconvénients de la mise en œuvre de cette mesure. L'idée même de redimensionnement, nous avons interpellé le ministère qui n'a pas voulu écouter. Ils sont allés à leur aise et aujourd'hui on constate les conséquences. Tous les instituteurs principaux, les conseillers pédagogiques et les inspecteurs doivent devenir des inspecteurs. Donc nous avons environ 5000 agents qui seront répartis dans ces 376 circonscriptions d'éducation de base. Vous imaginez déjà le surnombre qu'on va créer avec cette situation. Pour porter haut les attentes du monde syndical de l'éducation, Pierre Zangré, secrétaire général du syndicat national des encadreurs pédagogiques de l'enseignement primaire, est désigné par le MPSR en vue de la réorganisation du dit ministère. Moi, en tant qu'individu, je dois porter justement ces attentes-là de nos militants à l'administration. Donc c'est une lourde responsabilité qui nous est confiée et que nous pensons pouvoir, avec l'accompagnement de tous nos camarades secrétaires généraux, de tous les militants et de tous les enseignants du Burkina, nous pensons pouvoir satisfaire honorablement à cette mission. Durant 2 jours, ces acteurs de l'éducation vont faire des recommandations qui seront consignées dans un document et transmis à leur ministère de tutelle afin qu'une solution soit trouvée aux différentes préoccupations. Pour finir, le médiateur du FASO dans les locaux de BF1 ce jeudi, une visite de travail pour lancer les bases d'une collaboration en vue de mieux exposer les actions de cette institution dans un contexte où la pertinence même de plusieurs d'entre elles est de plus en plus remise en cause. Abdou Aziz Ansari. En ces temps de réforme, le débat revient avec insistance. Faut-il supprimer certaines institutions de la République comme le HCROUN, le HCDS, le CES ou encore le médiateur du FASO? Au médiateur du FASO, on est convaincu que si la pertinence de l'institution fait encore débat, c'est qu'il y a une méconnaissance des missions et des actions de cet outil. Ces 20 dernières années, le médiateur du FASO a instruit plus de 15 000 dossiers qui ont impacté 4 millions de Burkinabés. Mais nous ne sommes pas connus. Et de plus en plus, certainement, des voix s'élèvent pour se demander, donc, en tout cas, le maintien ou la suspension donc, de notre institution, du paysage institutionnel. Nous nous sommes dit qu'il est nécessaire d'aller à la rencontre donc, de notre population pour qu'ils comprennent davantage les missions, pour qu'ils sachent que le rôle du médiateur, il est là pour porter une assistance. Et dans cette dynamique de faire connaître ses missions, le médiateur du FASO veut compter sur le soutien des médias. Dans les locaux de la télévision BF1, Fatimata Sanou Touré sollicite l'accompagnement de la première audience télé du Burkina dans l'atteinte de ses objectifs. Il faut que les gens sachent ce que nous faisions. Nous nous sommes dit que qui mieux que les journalistes que vous êtes peuvent nous aider à nous acquitter
donc de ce devoir d'informer les gens, de ce devoir régulièrement de dire aux populations ce que nous sommes en train de faire. Et mieux, le médiateur du FASO produit des rapports. Et dans notre rapport, le rapport est bien fourni. Mais combien de Burkinabés sont au courant du contenu de nos différents rapports? Donc vous pouvez nous appuyer dans ce sens. Réponse immédiate du premier responsable de la télévision BF1. Issoufou Sarré s'engage dans la mesure du possible à accompagner le médiateur du FASO. Pour ce matin, pour les échanges que nous avons pu avoir, nous sommes rendus compte effectivement du boulot qui est abattu, du travail qui est abattu. Et nous pensons que c'est de notre devoir en tant que médias de non seulement faire savoir cela, d'autant plus que lorsqu'une institution contribue à pacifier les rapports, contribue à résoudre un certain nombre de conflits entre acteurs au niveau du Burkina Faso, en tant que médias, nous devons pouvoir mettre cela sur scène, de sorte à ce que non seulement l'opinion, mais également que les autorités puissent savoir qu'ici, effectivement, il y a du travail qui est abattu. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres avec les patrons de presse. Elle va concerner tous les médias burkinabés. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci encore une fois de l'avoir suivi et merci de votre fidélité renouvelée demain, 19h30, ici même encore. Bonsoir et au revoir.